de l'Union européenne nous a dit à l'instant que le taux de participation pourrait aller au-delà des 80%. On va parler donc des différents partis politiques. On a parlé du parti Enarda qui est donné favori par les sondages, mais on va parler également de deux autres grands partis que sont le PDP et Etta Katol. Mais un mot encore, Riyad Zidaoui, sur Enarda, parce que tous les yeux sont rivés quand même ce soir sur ce parti. Enarda prône un modèle proche de l'AKP turc. Est-ce qu'on peut croire ce parti lorsqu'il dit qu'il ne veut pas imposer la charia, qu'il y aura égalité entre les hommes et les femmes? Est-ce qu'il n'y a pas un double discours de la part de ce parti? Double discours, toujours probablement il existe. Il y a un discours pour la base, en fait pour la mobilisation, pour la raison d'être de Nahda, et un autre discours pour l'Occident et pour le monde entier. Et Ghannouchi a fait plus que 20 ans quand même en exil à Londres, donc elle est occidentalisée dans sa pensée, si vous voulez. Mais alors justement, on dit que ce que les exilés, que les opposants exilés sont peut-être les plus libéraux, et que finalement ceux qui sont le plus radicalisés, c'est ceux qui sont restés à l'intérieur du pays et qui ont été opposants et qui ont résisté à l'intérieur du pays. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, oui, c'est vrai, ça c'est vrai, mais il faut toujours insister sur quelque chose, vraiment. Elle est où la force de Nahda, les frères musulmans, les partis islamistes? C'est l'absence de l'État-providence. L'État social est absent, donc ce sont les islamistes qui occupent ce terrain. Je signale que on voit par exemple aussi à Gaza avec le Hamas. Absolument, je signale que le seul parti en Tunisie où ses membres sont disciplinés, même militairement, et ils payent, ils cotisent 5% de leurs revenus, c'est le membre d'Al-Nahda. Les islamistes, ils financent la société, ils exercent ce que nous appelons l'islamisation par le bas. Ça veut dire on remplace l'État. L'État était absent face à ces jeunes au chômage, face à cette pauvreté montante. Eux, ils utilisent la bienfaisance sociale. Ils ont fait marier des jeunes récemment. Donc c'est ça leur point fort. Et ajoutons à ça l'afflux de l'argent qui vient du pays de Golfe, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, que ce soit des hommes d'affaires, que ce soit des princes, que ce soit des États. Ils sont très financés. Plus le soutien massif des médias. Ils ont des dizaines et des dizaines de chaînes par satellite islamistes. Ils ont Al Jazeera avec eux. Ils ont ces pays de Golfe, ces chaînes par satellite qui les soutiennent. Tout ça, en plus, en général, nous vivons le cycle de l'islamisme, si vous voulez. Comme on a vécu un jour le cycle du communisme mondial, je pense, pour le moment où nous sommes en train de vivre ce cycle. Je crois qu'il faudra quand même se référer aux études électorales, parce qu'en Égypte, les classes populaires ne votent pas massivement frères musulmans, c'est plutôt les classes moyennes. Et je peux vous dire que les frères musulmans tiennent beaucoup par les classes moyennes en Égypte, et s'il y avait que les classes populaires, ça fait longtemps qu'on aurait changé carrément de régime. En Tunisie, moi je suis pas sûr que ce soit l'absence de l'État-providence, parce que l'État-providence tunisien était présent sous Ben Ali. Il faut quand même rendre grâce au bénalisme, non pas au bénalisme, mais il y a eu quand même un État-providence, certes très inégalitaire, mais qui s'est beaucoup plus maintenu que des pays comme le Maroc, comme l'Algérie et ailleurs. Mais là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais ça, il faudra regarder les résultats en détail, et espérons qu'on aura des résultats. Je pense qu'une partie de la classe moyenne, qui n'est pas forcément paupérisée, vote pour Nahda pour des raisons d'ordre. C'est-à-dire que c'est un vote identitaire, sécuritaire, disons-le. Sécuritaire, et quand je dis ça, c'est pas du tout pour normaliser l'islamisme, c'est pour dire attention, nous allons avoir des chefs d'entreprise qui vont soutenir le mouvement islamiste, nous allons avoir une partie des élites qui vont soutenir le mouvement islamiste ou des mouvements apparents. Et là, il y aura une surprise, c'est-à-dire qu'on aura à un moment donné, on va se dire mais il y a une partie de la Tunisie. Ouais, donc je veux dire pas que les classes populaires à vous entendre. Je crois qu'il faut faire très attention de ne pas avoir une vision trop misérabilisme de l'islamisme, parce que ça veut dire qu'en Égypte, par exemple, les islamistes, en Égypte, les islamistes s'appuient sur... Et en Tunisie, attention, les hommes qui ont fait la révolution ne sont pas particulièrement des zones forcément islamistes, mais on aura des surprises d'avoir dans des électorats moyens, de classe moyenne, on aura aussi un électorat islamiste, et ce qui veut dire qu'il n'y a pas de corrélation, de correspondance parfaite entre le fait d'être prolétaire ou le fait d'être pauvre et le fait Je ne parle pas de prolétarisme, je dis la lutte des classes, c'est un peu différent. La révolution tunisienne, elle est partie quand même d'un énorme ras-le-bol social de régions défavorisées qui ont dit aux élites des grandes villes qui vivaient confortablement, qui leur ont dit vous et votre régime ça commence à bien faire. Et les grandes élites se sont ralliées à la révolution chemin faisant. Donc moi je dis aujourd'hui, je voudrais parler de l'autre Tunisie aussi, mais je dis aujourd'hui que Nahda capitalise sur ce sentiment de ras-le-bol social profond de la société tunisienne qui est coupée en deux entre une Tunisie qui vit comme la Grèce et le Portugal des années 80 et une Tunisie, celle du centre, du sud et de l'est, qui vit comme un pays sous-développé. Ça, c'est très important pour comprendre la dynamique. Et la deuxième chose,
la différence peut-être avec l'Égypte, etc., c'est que moi je trouve qu'il y a une société moderne en Tunisie qui est le produit des 60 dernières années malgré tout, qui est le produit de l'histoire tunisienne. Vous parlez de constitution, les Tunisiens ont eu la première constitution du monde arabe, c'est eux qui ont donné le droit de vote aux femmes. Enfin, toutes ces choses-là, c'est pas venu par hasard, c'est venu d'un pays qui a aussi une forte tradition moderne. Et cette forte tradition moderne, on la voit aujourd'hui se structurer justement face à la poussée que représente l'islamisme politique pour faire contrepoids. Et c'est pour ça que je pense que demain, ça va être sportif. Et c'est pour ça que ces résultats électoraux sont très importants. Alors on va donner dans un instant la parole à Jean-Pierre Filiou qui nous a rejoint. Bonsoir, vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste de l'islam contemporain, auteur de La Révolution arabe, 10 leçons sur le soulèvement démocratique, et c'est aux éditions Fayard. Alors il faut savoir donc, que c'est un scrutin proportionnel, donc même si Ennahda gagne ces élections, il va falloir donc qu'il trouve des alliés, qu'il y ait une coalition. Ennahda donc qui est dirigé par un homme, on en a parlé à l'instant, Rached Ghannouchi. Sous la dictature, il a vécu en exil. Après la chute de Ben Ali, il est revenu au pays. Il a été accueilli triomphalement à Tunis. C'était le 30 janvier 2011. Le récit de Florence Villeminot.